La Fabrique des communs pédagogiques présente les podcasts de l'éducation dehors. Bonne écoute. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le podcast des rencontres de la classe dehors. Je suis Alix de Clap Audio. Nous sommes aujourd'hui en plein cœur du parc du 26e centenaire à Marseille et je reçois le collectif Yaka Faucon pour parler d'enseignement en extérieur. Bonjour. 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 Est-ce que vous pouvez vous présenter et surtout me présenter votre collectif ? Alors, nous sommes le collectif Yaka Faucon. On est un collectif qui est une association loi 1901 qui est constituée de 6 membres actifs. Là, on est 4 aujourd'hui autour de cette table. Il y a Aline, Aurel, Sophia et moi, Victor. Et sur ces 6 membres, on est 4 à résider à Marseille, l'un à Bruxelles et la dernière à Paris. Le collectif se compose d'architectes, mais également d'un charpentier, d'une illustratrice graphiste. Et on travaille depuis plusieurs années dans des projets d'aménagement où on implique les enfants et les adolescents dans des processus participatifs pour imaginer avec eux et concevoir ensemble des espaces de vie à leur mesure. Donc on intervient beaucoup dans des cours d'école, mais également dans des espaces publics. Et donc on veille le plus possible à faire participer les usagers à toutes les étapes d'un processus, que ce soit du diagnostic jusqu'à la conception et à la réalisation des aménagements, puisqu'on a des casquettes d'architectes, mais aussi avant tout de constructeurs et constructrices, puisqu'on met un peu la main à la pâte et on aime construire et manipuler la matière, et c'est ce qu'on essaye de transmettre aux enfants et aux ados avec qui on travaille. Et qu'est-ce qui vous a amené justement à vous intéresser au sujet de la classe dehors, mais tout simplement de la construction des écoles et la conception de ces espaces, et comment vous en êtes venu à travailler avec des publics plus jeunes ? Au début, c'est un peu un hasard. Ça a commencé avec des dispositifs de résidence en milieu scolaire, avec les maisons de l'architecture notamment, et les ateliers Médicis, qui sont des structures qui proposent des formats de médiation à l'école avec des enfants. Et donc ça a été pour nous l'occasion d'une première prise de contact avec ces publics-là, et on s'est rendu compte très vite que l'architecture, les questions d'aménagement, de l'espace, ça pouvait être des outils vraiment intéressants pour inviter les enfants à se questionner un peu sur leur environnement quotidien. Et donc on est passé de fil en aiguille à des projets qui étaient de l'ordre de la médiation, à des projets d'action plus concrètes où on allait plus loin et on essayait d'impliquer les enfants pour transformer leurs espaces quotidiens en les impliquant. Parce que généralement, lorsqu'on conçoit une aire de jeu, une cour d'école ou un espace public, c'est très rare qu'on demande l'avis des principaux intéressés, donc les enfants ou les adolescents, pour savoir comment on va s'y prendre. Et donc nous, on a essayé de prendre un peu à rebours les pratiques traditionnelles d'aménagement de ces espaces pour impliquer les enfants. Et concrètement, ça se passe comment du coup ? La médiation pour préparer un projet d'aménagement au plus proche des besoins en fait, des principaux bénéficiaires qui sont les enfants. D'abord, c'est un peu leur demander leur avis sur un diagnostic, parce que c'est eux qui vraiment évoluent dans ces espaces-là et les vivent et ressentent des choses dans ces espaces-là. Donc c'est aussi se dire que c'est eux qui vont nous donner un peu les informations et un peu les avantages, les inconvénients, comment ils s'y sentent. Donc c'est d'abord faire le diagnostic avec eux et les mettre au cœur du diagnostic. Et une fois qu'on a eu ce diagnostic, c'est un peu essayer de les faire aussi rentrer dans la conception d'aménagement, où on travaille aussi autour de tout un volet graphique et des plantations. Et du coup, c'est aussi les intégrer dans ces endroits-là et peut-être commencer à leur montrer un peu comment on construit un espace, comment on l'aménage, et un peu leur donner des notions un peu d'architecture au final ou d'aménagement d'espace. Donc ça passe avec des ateliers de maquettes, des ateliers de dessin autour de la matière, voilà. Et ensuite, nous, on va un peu faire notre travail d'expert, on va dire, d'architecte ou d'illustrateuriste, graphiste, et on va un peu dessiner au final vraiment techniquement ces aménagements
et on les fait re-rentrer, ces personnes-là, ces usagers, ces enfants, au moment de la construction. Et donc là, on leur transmet aussi un peu un savoir basique d'utilisation d'outils. Et voilà, je ne sais pas si vous voulez rajouter des choses. Et de sensibilisation à l'artisanat. C'est-à-dire aussi, je pense qu'on est tous les 4, un peu 5, ce qui est Gaëtan qui est arrivé depuis, eu l'impression d'être grandi parfois un petit peu éloigné du fer, et on est aujourd'hui content aussi de pouvoir transmettre notre passion pour l'artisanat aux jeunes générations, en leur donnant les premiers clés, les premiers accès au marteau aussi et aux visseuses, disons dès l'âge de 6 ans. Trop bien. Est-ce que vous pourriez nous partager un exemple ou deux concrets, une expérimentation, un retour qui a eu quelque chose de particulièrement intéressant que les enfants ont dit sur leur environnement et qui vous a permis de concevoir justement des choses un petit peu différentes de ce qui se fait habituellement? Je pense que c'est dans les sensibilisations qu'on a fait à l'utilisation des outils, donc à la fois à travers le terrain d'aventure, mais aussi dans ce qu'on appelle, disons, les permis outils qu'on fait passer lors des ateliers qu'on fait en classe. On a assez souvent le retour que certains ou certaines des enfants qui ont été impliqués dans le projet après rentrent chez eux, et en fait ça modifie aussi leur attitude à la maison directement au sein de leur famille, c'est-à-dire qu'ils vont demander à participer, à vouloir construire une table, un tabouret, à participer aussi à l'évolution de leur logement en changeant les choses, en bricolant. Ça, c'est un retour qu'on a assez souvent et qu'on trouve quand même très valorisant. Et après, d'autres, je pense que beaucoup de cours de récréation sur lesquels on a intervenu, parce que là aujourd'hui on en a environ une dizaine presque auxquels on est passé pas très loin, où les projets sont presque finis. C'est beaucoup aussi une meilleure partition de la cour. C'est-à-dire aujourd'hui, c'est le cliché de se dire qu'il y a parfois certains sports ou certaines pratiques qui dominent les cours de récréation. Et aujourd'hui on tend à diversifier les activités, à rendre les espaces plus justes et plus égalitaires. Et c'est aussi ce qui élimine les tensions et qui permet aussi à beaucoup d'enfants qui, jadis, étaient peut-être moins à l'aise dans les cours de récréation, trouvent plus leur place et de faire en tout cas une école à leur mesure. Et c'est quoi des solutions qui sont trouvées pour cette parfois injuste répartition de l'espace ou des pratiques? Je crois que c'est créer davantage de diversité dans les espaces que proposent les cours. C'est créer, déjà installer les possibilités d'un contact plus régulier avec des éléments naturels, puisque les cours où on intervient, ce sont bien souvent des espaces qui ressemblent à des parkings avec quelques arbres. Et donc c'est aussi ramener du vivant dans ces espaces-là, donc redonner la possibilité aux enfants de planter, de participer à des plantations, d'observer un peu la nature qui évolue au fil des saisons, d'observer éventuellement des animaux qui peuvent venir dans la cour. C'est créer des espaces diversifiés en termes de pratiques, être capable d'identifier un endroit qui peut devenir une zone calme où on peut lire, ou un espace où on peut se cacher et ne pas être vu des adultes pour se raconter des histoires. C'est aussi permettre le développement de la motricité des enfants. Et donc, je crois que c'est arriver à amener suffisamment de diversité pour permettre des activités où tous les enfants se sentent bien et jouent ensemble, et tendent aussi davantage vers des jeux plus coopératifs. Est-ce que la question de l'apprentissage en extérieur, en dehors de vous, ce que vous proposez, de participation aux ateliers de construction, est-ce que c'est au cœur de vos projets et de votre conception justement d'une cour idéale, entre guillemets? C'est des sujets que vous travaillez? Disons, on n'arrive pas avec une recette quand on fait une cour de récréation, mais plus avec une méthodologie, c'est-à-dire qu'on pratique la conception à travers le dialogue, à travers tous les acteurs qui gravitent autour de l'école, que ce soit aussi bien les élèves sur lesquels nous, par exemple le collectif, mettons un focus, mais c'est aussi beaucoup les enseignants, la direction de l'école, même les parents d'élèves qui sont impliqués dans ces projets-là. Et c'est à travers aussi leur sensibilité qu'on va essayer de pousser, entre guillemets, les choses. Évidemment, nous, la classe de dehors, ça représente une forme d'idéal, mais quand on part
d'une école traditionnelle y arriver. Il y a quand même beaucoup d'étapes à franchir avant d'arriver là. Et donc déjà organiser des balades exploratoires avec les groupes pour aller découvrir le paysage alentour. Déjà essayer de diversifier la cour de récréation, c'est déjà pour nous des victoires. La classe du dehors, il y a certains professeurs, on va arriver, pour eux ils sont déjà au courant, ils savent, ils veulent tendre à ça, ils vont nous demander d'installer si possible une vingtaine d'assises ou en tout cas d'avoir du mobilier flottant pour pouvoir mener ces ateliers-là. Très bien, on y va. Mais si on sent que ça ne fait pas spécialement partie du projet pédagogique des professeurs qui sont là, on ne va pas non plus leur imposer, quoi. Et on se rend compte que ces projets d'aménagement, souvent, ils posent un peu les premiers jalons de la pratique de l'école du dehors aussi. Il y a plusieurs cours dans lesquels on est intervenu et qu'on a transformés, où les enseignants se sont saisis de certains espaces qui avaient été aménagés dans les cours pour faire classe dans la cour de récréation. Et en fait, l'année d'après ou 2 ans plus tard, ces enseignants, finalement, ils décident de sortir des murs de l'école pour aller investir un bout de parc ou un coin de forêt. Et donc, en fait, c'est presque une première étape aussi vers des pratiques de classe dehors que de réinvestir sa cour de récréation. Et justement, ça a commencé à être évoqué, les freins potentiels sur ces sujets de sortir de la classe. Est-ce que vous en avez rencontré ? Et si oui, quelles solutions, quels leviers potentiels pour les contourner ou en tout cas réussir à les solutionner ? Je crois que les dispositifs dans lesquels on s'insère et les formats de travail qu'on propose permettent déjà de lever beaucoup de freins, parce que souvent on arrive au démarrage d'un projet, il y a plein d'enseignants qui sont un peu flippés à l'idée qu'on débarque dans une cour de récréation avec des scies circulaires, des visseuses, et qu'on s'installe pendant 3 semaines dans la cour pour faire plein d'aménagements et que les enfants vont être partie prenante de tout ça. Et du coup de voir que c'est possible de mener un chantier en site occupé en impliquant les enfants, sans que ça présente de risques particuliers, et qu'on peut construire des aménagements participatifs qui rentrent dans les clous en termes de normes et qui sont en même temps des endroits que les enfants ont participé activement à réaliser. Je crois que ça permet aussi de changer complètement le regard des usagers, donc que ce soit aussi bien des corps enseignants que des agents d'entretien, que des enfants, sur ce qu'on peut faire dans sa cour de récréation. Et nous, suite à ça, il y a plein d'instituts qui se disent en fait, je peux ramener des planches, quelques clous et me mettre moi aussi à bricoler avec les élèves pour construire des choses. Et donc je pense que ça permet de débloquer aussi de lever des freins que les enseignants peuvent parfois des limites qui peuvent un peu se poser et qui en fait peuvent être facilement outrepassées une fois qu'on déplace un peu le regard. Notre intervention, c'est qu'un chapitre de l'histoire de cette cour, il y en a eu un avant et il y en aura un après, et c'est à nous de juste participer de cette histoire de l'évolution de la cour. Et on espère qu'on a amené des premiers éléments de réponse, on espère des éléments de réponse, et qu'après les professeurs et les discussions qui ont été engagées lors de l'année scolaire, souvent sur lequel on a établi le projet, après ils s'en saisissent et qu'ils continuent et qu'ils investissent plus loin sur ces sujets. Est-ce que vous avez un exemple, une histoire particulière, un fait, un moment à partager qui illustre particulièrement bien votre action et sa réception auprès des enfants et de toute l'équipe pédagogique ? Peut-être quelqu'un peut raconter la fête d'ouverture de la semaine passée ? Non. Là, on a fait une inauguration de cours de récréation en Bretagne, dans le Finistère, la semaine passée, mardi passé. Donc c'était la fête de presque fin de chantier, on n'avait pas vraiment fini. Et donc au sein du collectif, il y a une appétence quand même pour le spectacle vivant et le spectacle. Et donc on essaie de mélanger inauguration et moments, disons, festifs. Donc pour ça, on avait écrit un petit spectacle à la va-vite, disons, le soir même, enfin la veille au soir. L'école était située sur le littoral. D'un côté, il y a un marais, de l'autre côté, il y a la mer. Et donc, on avait demandé aux enfants de s'habiller de 3 couleurs, vert, bleu, blanc. Le marais, la mer, l'école. Et on appelait d'abord... Donc, on avait un MC qui était notre paysagiste, accompagné de son acolyte DJ qui était notre charpentier qui est juste là, Gaëtan. Et nous, après, on représentait chacun un peu dans des milieux des écosystèmes. Et donc, on appelait un peu un tiers de l'école d'abord qui était déguisé en mer. On a fait une petite choré avec eux. Pareil pour le marais, pareil pour l'école. Donc, chacun avait des mouvements. Certains faisaient la mer, d'autres faisaient la grenouille, d'autres ont fait la danse des mathématiques. Et à la fin, on a fini sur une espèce qu'on pourrait dire une petite free party pour enfants au milieu de l'école, avec toute l'école qui était rassemblée en train de danser
sur un remix techno de Céline Dion, c'est un bon souvenir. Enfin, en tout cas, moi, c'est un souvenir qui m'est cher maintenant. Et voilà, avec les enfants qui sont en train d'essayer d'imiter des danses de milieux naturels et qui sont questionnés. Enfin voilà, tout ça, je trouve forme un tout qui m'a en tout cas bien plu. Trop bien. Merci beaucoup pour cette présentation, pour ces partages d'expériences. On arrive au bout de cet entretien. Merci à toutes et tous de nous avoir écoutés. Je vous invite à partager le podcast s'il vous a plu et je vous dis à très vite. Merci.